invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benatia est à nos côtés, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Benoît Vesco nous accompagne également, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Et Olivier Rajard est avec nous, directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci à vous trois d'être présents ce soir. Ravi de vous retrouver pour ce jour 2 de Donald Trump 2.0. Olivier, qu'est-ce qui vous intéresse dans la longue série de décrets, d'executive orders qui a pu être signés par Donald Trump, et notamment ceux qui concernent peut-être au plus près la sphère des marchés, de l'investissement et de l'économie? Je note toujours la forte sensibilité du marché à la question des tarifs douaniers, ou dans un sens ou dans l'autre. On est soulagé quand Trump n'annonce rien, et tout de suite on se ressaisit et on se remet en mode vigilance quand Trump évoque à nouveau, comme il l'a fait hier soir, la perspective de tarifs. Pour l'instant, Mexique et Canada semblent être toujours en première ligne. C'est vrai que sur cette problématique des tarifs, on a le sentiment, après ces signatures de multiples décrets, qu'on a évité pour l'instant le pire, puisque Trump a évidemment menacé le Canada et le Mexique, sans pour l'instant passer à l'acte, a indiqué que l'Europe devait acheter davantage de pétrole et de gaz sans particulièrement menacer l'Europe. Et enfin, du côté de la Chine, il allait discuter avec son homologue chinois. Il offre même un sursis à TikTok. Et il offre, plus est, un sursis à TikTok. Donc on est assez loin de ce sur quoi on pouvait tabler durant la campagne de Trump, où nous devions avoir d'abord la mise en place d'un tarif universel, ensuite une augmentation des droits de douane à hauteur de 60% sur les produits en provenance de la Chine, et sur l'Europe, une tension particulièrement importante qui pourrait être mise sur les différents pays européens. Donc c'est la raison pour laquelle les marchés réagissent sans doute assez bien en ce jour 1 de Trump, mais nul doute que nous allons avoir d'autres épisodes qui seront générateurs de volatilité au cours de ces prochaines semaines. Nathalie, comment vous réfléchissez à cette question des tarifs, l'idée d'une deuxième guerre commerciale, la première ayant été menée pendant le premier mandat de Trump, 2018-2019, notamment pour la question purement des droits de douane. Il y a toujours l'idée qu'il est transactionnel, qu'il veut faire des deals, que c'est un moyen de pression et de négociation. Il y a aussi l'idée quand même d'inscrire ces droits de douane comme étant de nouvelles ressources pour l'État américain. Il veut créer, à côté de l'IRS, qui est le service des revenus internes, le service des revenus externes, qui serait alimenté justement par les droits de douane ponctionnés, alors soit sur les entreprises, soit sur le consommateur américain, choisissons notre camp. Mais il y a quand même l'idée, à travers ce service des revenus externes, de créer une ressource financière pour l'État américain. Ça inscrit quand même cette logique de tarifs dans la durée. En tout cas, dans mon esprit, c'est comme ça que je le conçois. Alors, dans votre esprit, peut-être. Oui. Honnêtement, c'est assez perturbant pour le moment à ce stade des explications, entre guillemets. Alors, il y a ce qui est au moins compris, c'est que les droits de douane, c'est pas quelque chose qui punit la Chine, c'est pas quelque chose que paye la Chine ou les exportateurs, c'est bien quelque chose que paye le consommateur, les entreprises américaines. Donc déjà, je trouve qu'on a un progrès par rapport à Trump, au premier mandat, où on avait l'impression que c'était une sorte de punition uniquement pour les exportateurs. Bien sûr, ça l'est dans les faits, mais ceux qui payent la note, au moins au début, ce sont bien les entreprises intermédiaires et le consommateur. Après, sur les droits de douane, effectivement, on n'a pas de détails dans les fameux décrets. Alors, j'ai compté, si je ne me suis pas trompé, il y en a eu 46 signés hier. C'est sur le site de la Maison-Blanche. D'accord. Et donc, il y en a 5 pages à faire défiler. Je crois qu'il y en a 46. Et en fait, sur la politique commerciale à proprement parler, il y a un texte qui reprend des choses qui sont faites aux États-Unis depuis très longtemps, c'est-à-dire notamment le Trésor qui vérifie si personne ne manipule sa devise, mais ça a été repris. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que le Trésor n'a pas désigné un pays, plusieurs fois ça a été la Chine, comme manipulateur de devises. Donc là, on entre un peu plus dans les clous. Après, pour les droits de douane, ce que les investisseurs ont probablement en tête aussi, c'est que finalement, ce ne sera pas si grave que ça. Ouais.
honnêtement, on n'en sait rien. On lit que Bessent, le futur secrétaire au Trésor, essaierait en coulisses d'expliquer que c'est peut-être pas une bonne idée les droits de douane généralisés, qu'il faudrait peut-être voir par secteur, qu'il faudrait peut-être faire ça progressivement, etc. Mais pour le moment, il n'y a rien de tangible et ça va être le cas pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ce qui fait que finalement, cette politique de Trump est peu prise en compte dans les scénarios à l'heure actuelle. Ouais. On voit d'ailleurs, chaque fois qu'il y a un sujet douanier qui revient dans l'actualité, soit sous forme de rumeurs, d'informations de presse ou de phrases du président ou rapportées de ses conseillers, on voit que c'est à chaque fois quelque chose qui fait énormément bouger. Alors, des marchés très spécifiques, Chitel, le peso mexicain, le dollar canadien, mais c'est quand même une volatilité énorme qui est injectée dans ces marchés-là. Et ça va... C'est jamais... Non, mais ça va durer. C'est un nouveau régime, une nouvelle normalité à laquelle il va falloir s'habituer ou se réhabituer. Oui, c'est plutôt se réhabituer. Oui, puisque c'était autour de la Chine qu'on a connu ça pendant le premier mandat. Et vraisemblablement, oui, tant que les choses ne seront pas noir sur blanc, oui, ce sera de la volatilité, ce sera des rumeurs, des on-dit, des déclarations à l'emporte-pièce. Et honnêtement, je ne sais pas si quelqu'un est capable de dire si, oui ou non, il va y avoir 25% de taxes sur tous les produits en provenance du Canada et du Mexique. Au 1er février, donc. Oui. Non, d'après ce qu'on nous dit, on devrait être rapidement fixé, mais ça... Bon, et je rappelle que l'argumentaire de Trump pour la mise en place de tarifs sur le Canada et le Mexique, c'est les questions migratoires et la question de la drogue, du trafic de drogue et du fentanyl. Oui, c'est les deux sujets qui sont évoqués pour justifier la mise en place de tarifs sur le Mexique et les États-Unis. Le Canada. Le marché n'aime pas l'incertitude. Là, j'ai l'impression qu'on a quand même un niveau d'incertitude sur l'application du programme de Trump qui est quand même particulièrement élevé, Benoît. Alors, c'est le principe de la politique de Trump. C'est-à-dire qu'elle est complètement basée face à la partie adverse sur la surprise, l'effet de surprise, des demandes exorbitantes, parfois pour obtenir peu en fait. Donc c'est tout le principe et effectivement on va apprendre à revivre avec ce système d'effet de surprise et de retour en arrière ensuite parce que les décisions qu'on annonce ne sont pas vraiment appliquées. L'exemple des tarifs, il est assez frappant. La campagne électorale a été énormément basée sur cet argument. Pour le moment, il n'est pas appliqué. Alors pourquoi il n'est pas appliqué ? À mon avis, pour plein de raisons assez intéressantes. On n'a pas trop parlé pour le moment d'une pression un peu latente qui ne se déclarera jamais, parce que par principe, elle ne se déclare pas. C'est la pression de la Fed. On voyait bien annoncer pendant la campagne une politique de hausse des tarifs, parfois même exorbitante. On parlait parfois de hausse de 100%, donc on imagine. Mais qui avait des effets inflationnistes potentiels visibles, forts. Qui dit effet inflationniste, dit aussi potentiel affaiblissement de la croissance. La Fed, qui avait été assez diligente pendant la campagne électorale avec des baisses de taux, elle s'est mise en pause. Ça n'a pas échappé, je pense, aux proches de Trump et à Trump lui-même. Il veut des baisses de taux, Il trouve qu'il y a trop d'inflation, mais il veut des baisses de taux. Bien sûr. Et il faut défendre le dollar, mais si le dollar était un peu plus faible, ce serait bon pour les exportateurs américains. Toujours plein de paradoxes, mais toujours pro-business. Et donc, ce sujet-là, je pense qu'il n'est pas anodin, la pause de la Fed. C'est un élément qui n'est pas du tout anodin. Et cet impact inflationniste des hausses de tarifs, je pense qu'ils en sont pleinement conscients. Donc on manie bien ce bâton-là, on ne va peut-être pas forcément l'appliquer, et pour le moment ce qu'on a comme annonce, c'est plutôt des annonces en faveur de son électorat, avant tout, et on ne met pas tant à mal que ça. Ça ne coûte pas grand-chose. Exactement. On sert son électorat d'abord, et on fait attention à ne pas mettre à mal l'économie, ce qui aurait pu être le cas dans un premier temps, vu les annonces qu'on avait. Donc c'est toujours ce système-là, on surprend le marché, on revient en arrière, mais on est quand même aussi très pragmatique. Donc oui à la croissance américaine, et là je pense que les perspectives de croissance américaine, elles vont rester bonnes, parce qu'on va tout faire à nouveau pour favoriser la croissance américaine. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tirer son épingle du jeu en Europe pour certains acteurs exportateurs vers les États-Unis, paradoxalement. Et c'est tous ces paradoxes qu'il va falloir apprendre à gérer, ce qui n'est pas simple dans nos portefeuilles. Ouais. Effectivement, il hérite quand même d'une situation économique. Au crédit de qui faut-il mettre cette situation économique ? C'est un vaste débat, mais
objectivement, il doit bien avoir conscience qu'il a quand même une situation économique assez exceptionnelle, avec une inflation qui est quand même passée de 9 à 3% en quelques trimestres aux États-Unis. On peut imaginer qui fera tout pour éviter de réveiller l'inflation ou la perception de l'inflation dans son électorat, qui a été un traumatisme et un sujet clé peut-être de cette élection, qui a d'ailleurs peut-être été mal appréhendée par la partie démocrate, d'une certaine manière. Olivier. C'est un peu la difficulté que vous soulignez, c'est qu'il y a des conflits d'objectifs sur un certain nombre de mesures. Donc, on veut effectivement mettre en place des droits de douane, mais normalement, cette mise en place de droits de douane est inflationniste pour l'économie américaine et potentiellement mauvais pour la croissance. Donc ça ne va pas tout à fait dans le sens de ce que souhaite Trump, à savoir une croissance économique américaine au firmament, et ce que souhaitent les électeurs de Trump, à savoir avoir une inflation sous contrôle. Comme vous le disiez, il souhaite un dollar plutôt fort, mais en même temps, dès lors qu'on veut que les États-Unis dominent le monde, on a forcément un afflux de capitaux et un appétit pour le dollar de la part des investisseurs internationaux très fort. Donc ces conflits d'objectifs, ils créent de l'incertitude et ils posent la question de savoir, in fine, quels seront les choix qui seront faits par cette administration Trump, quels seront les arbitrages. Et c'est là l'incertitude à laquelle nous sommes confrontés. Sur le sujet de l'inflation, je pense que, quoi qu'il arrive, si je puis dire, on risque de se retrouver avec un sujet d'inflation aux États-Unis de nouveau au cours de ces prochains trimestres, pour deux raisons. Soit Trump choisit d'aller dans une guerre commerciale, de s'engager dans une guerre commerciale qui sera inflationniste, soit il fait tout pour que la croissance économique américaine soit encore plus forte, et dans ce cas-là, il prend le risque de relancer les pressions inflationnistes à moyen terme. Et nous, lorsqu'on regarde nos projections que l'on a sur cette inflation américaine, nous considérons que cette année, l'inflation américaine va rester sous contrôle, autour de 2,4%, mais que l'année prochaine, cette inflation américaine est susceptible de nouveau de réaccélérer et pourquoi pas retrouver un niveau de l'ordre de 3%. Alors 3%, ça n'a rien de spectaculaire, mais ça signifie tout de même que notre économie américaine, elle est sans doute engagée dans un régime d'inflation qui est différent de celui que nous avions avant la Covid-19, et ça pose évidemment ensuite la question du taux d'équilibre. Et ça, c'est avec ou sans Trump ? Et long terme. Non, ça, c'est avec. C'est avec Trump, d'accord. Avec Trump. D'accord. Okay. C'est avec Trump. Oui. Disons que oui, l'effet Trump, j'imagine, accroît encore le phénomène de résurgence potentielle de l'inflation. Oui, voilà. Tout à fait. Oui. Parce qu'il va vouloir sans doute pousser la machine américaine à son maximum, quitte à prendre le risque d'une surchauffe qui, in fine, s'avérerait inflationniste. Et donc le marché a raison d'anticiper une quasi-inaction de la Réserve fédérale américaine après 100 premiers points de base de baisse de taux. Aujourd'hui, oui. Ouais. Il a plutôt effectivement raison d'anticiper ce scénario, même si pour notre part on pense que cette Banque centrale américaine, elle peut procéder encore à une ou deux baisses de taux, puisqu'on considère que le taux d'intérêt d'équilibre de la Banque centrale américaine, il est plutôt autour de 3,5. Donc notre hypothèse de travail est de dire que avec ces 3,5, on restera autour de 4% dans un scénario, dans une situation de politique monétaire qui reste restrictive. Comment vous évaluez les marges de manœuvre de la Fed à ce stade, Nathalie ? Et puis en relatif, qu'est-ce que ça impliquera ou qu'est-ce que ça peut impliquer pour la Banque centrale européenne ? Alors, on va commencer par parler de la Fed, parce que c'est déjà suffisamment compliqué. Déjà, le thème de l'inflation, effectivement, tout ce qu'on lit et ce qu'on peut imaginer de la politique de Trump est plutôt inflationniste. Et j'allais dire, pour beaucoup, pas sur la bonne population. C'est-à-dire les gens qui ont voté pour Trump, c'est des gens qui ne supportent pas de voir leur ticket de supermarché 20% plus élevé de ce qu'il était il y a 4 ans. Le glissement annuel, les gens normaux ne s'y intéressent pas et ils ont bien raison. Or, typiquement, des droits de douane sur des produits fabriqués au Mexique. Au Mexique, qu'est-ce qu'on fabrique ? On fabrique des petites voitures. Oui.
abordables, qui le seront donc moins. Donc déjà, c'est un vrai problème. Ensuite, la Fed, beaucoup de fruits et légumes aussi, je crois, qui viennent du Mexique, bêtement. Voilà. Oui, effectivement. Bon, l'automobile est un plus gros achat et donc on peut imaginer que des gens n'ont pas pu acheter des véhicules ces dernières années. Pour la Fed, nous aussi, on imagine qu'elle va probablement procéder à 2 baisses, voire 3 cette année. On va sans doute en faire sauter une de nos prévisions, mais disons que pour le moment, officiellement, on a 3 baisses. Mais on imagine aussi qu'en 2026, ce sera le chemin inverse qui va être pris. Et ça, pour le moment, c'est vrai que les marchés ne s'intéressent pas trop à ce qui va se passer au-delà de 2025, mais c'est important. Et le scénario qui a été décrit correspond à peu près à ce qu'on imagine. La Fed... J'allais dire la Fed officielle est consciente des effets inflationnistes. Jérôme Powell avait rappelé en décembre des travaux qui avaient été menés sur les précédentes hausses de droits de douane, et pour conclure que c'était effectivement inflationniste. Et puis la Fed, peut-être la Shadow Fed, même si ça n'existe pas officiellement, et notamment Kevin Warsh, qui est pressenti comme étant le prochain, a déclaré que non, pas du tout. Franchement, les droits de douane, c'est pas du tout inflationniste, et qu'il voit pas, et c'était pas le job de la Fed de s'occuper de ça. Donc c'est déjà deux salles d'ambiance. La conversation deux salles est entamée. Oui. Mais donc voilà, c'est encore une fois ces deux ou 3 baisses de taux de la Fed, on les imagine d'abord parce que, alors certes, on a eu des mauvaises surprises sur l'inflation et puis des bonnes entre guillemets, mais qui ont été prises comme bonnes tout récemment. Après, ce à quoi la Fed s'est intéressée, c'est le marché du travail. Donc cet été, elle nous disait « je suis préoccupée, je surveille ». Et puis, elle a oublié, mais ça pourrait revenir. Oui, le marché du travail est encore bon, mais on sent bien qu'on est sur des niveaux où les choses pourraient rapidement basculer, puisque finalement, le gros changement des dernières années, c'est qu'avant, on racontait le marché du travail américain était très réactif, etc. Et maintenant, c'est plutôt embaucher moins, mais aussi licencier moins. Et effectivement, on n'a pas assisté à des grandes vagues de licenciements, même quand on avait des doutes sur la croissance. Et ça, c'est très nouveau, et c'est évidemment à prendre en compte de la politique monétaire. Ouais, c'est un comportement des entreprises qui a peut-être changé aujourd'hui, effectivement. C'est ce qu'on constate. Alors, est-ce que c'est changé pour toujours ? Est-ce que c'est changé structurellement ou est-ce que c'est une adaptation ? Mais en tout cas, c'est ce qu'on constate. Bon, encore quelques baisses de taux possibles pour la Fed sur la base de son mandat, vous dites, mais très vite, en 2026, c'est peut-être le chemin inverse qui serait repris par la Réserve fédérale américaine. Au milieu de ça, comment est-ce que la BCE peut se débrouiller, si je puis me permettre, puisque tout le monde conçoit que la BCE a peut-être un peu plus de travail ou de potentielle marge de manœuvre pour abaisser ou neutraliser sa politique monétaire. C'est vrai, ça, Nathalie ? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est envisageable que la BCE puisse aller facilement au bout de ce chemin-là ? L'arbitre des élégances, ce sera la parité euro-dollar, bien sûr. Pour le moment, la BCE n'en a pas parlé. Quand elle va en parler, si elle doit en parler, ce sera pour nous dire la baisse de l'euro est allée trop rapidement et menace notre scénario sur l'inflation. Et donc, à ce moment-là, on pourra dire non, elle va moins baisser que prévu. Mais pour le moment, honnêtement, au niveau actuel, c'est pas forcément un niveau gênant pour la BCE. Il faudrait passer sans doute sensiblement sur la parité, ce qui n'est pas dans les scénarios, ni dans le note, ni dans le scénario du consensus. Donc la BCE, mais c'est vraisemblablement des questions qui seront posées à Christine Lagarde à la fin du mois. C'est ça, les prochaines réunions arrivent très vite, 28-29 pour la Fed. Compte tenu de la vitesse, de l'évolution de la parité, on peut imaginer qu'il y a quand même beaucoup de baisse des taux de la BCE qui sont incorporés dans le niveau actuel de l'euro-dollar. Oui, il y a beaucoup de choses dans le dollar déjà. Exactement. Pour dire les choses, effectivement, il y a beaucoup de Trump déjà dans le dollar. D'accord avec ça, Benoît, sur les politiques monétaires. Alors, comment on y réfléchit là pour 2025 et en quoi ça va être important peut-être pour la course des marchés ? Est-ce que ça peut permettre d'ailleurs de prolonger un peu le mouvement qu'on observe sur les 3 premières semaines, qui est plutôt celui d'une reprise de l'euro depuis quelques jours et puis j'ose pas dire le mot, d'une surperformance des actions européennes
européenne, ou en tout cas d'un rattrapage, d'une tenue des actions européennes face à un grand aspirateur américain. Déjà, un rattrapage sera une bonne nouvelle. Soyons réalistes. Mais non, c'est vrai que la BCE, à mon avis, joue plutôt finement sa partie là pour le moment, puisqu'elle est en train de se décorréler un peu de la politique de la Fed. Là où pendant la grande hausse des taux directeurs, elle courait un peu après. Il fallait surtout pas avoir d'effet d'inflation apporté. C'est moins le sujet maintenant. On est sur un niveau d'inflation, on va dire, maîtrisé. Une croissance poussive. Donc baisser les taux directeurs de manière régulière et bien le dire au marché, ça va apporter un petit peu de souffle à cette croissance en zone euro. La baisse de l'euro, évidemment, on n'en parle pas pour le moment parce que c'est en fait une conséquence probablement plutôt favorable pour la BCE, parce que ça va amener un peu de croissance importée, mais aller dire aux Américains qu'on récupère un peu d'effet croissance, évidemment, ça, politiquement, ça n'est pas explicable, mais tout ça est plutôt... Et je pense que c'est plutôt pour le moment voulu et orchestré par la BCE. C'est pas si inconfortable que ça pour l'instant. Non, je pense que ça c'est parfaitement dans ce qu'elle veut obtenir, puisqu'il faut un peu regonfler cette croissance poussive en zone euro avec un gouvernement américain pro-croissance. Essayons de capter par la devise, avec des entreprises européennes qui exportent, un peu de croissance, un peu d'inflation potentiellement, c'est pas si grave que ça. Donc je pense que ça va apporter un petit souffle à la zone euro et aux entreprises exportatrices. Et peut-être ce rattrapage qu'on imagine, alors attention, on parle de rattrapage pour le moment, parce qu'on a tellement souffert en relatif par rapport aux États-Unis l'année dernière qu'il faut être réaliste. Mais ce rattrapage, il est tout à fait possible. Elle a sa partition, elle peut jouer. Et on a beaucoup d'entreprises européennes qui vont pouvoir capter cette opportunité-là. Juste pour l'anecdote, l'investiture de Trump, on avait la famille Arnault bien positionnée derrière. C'est pas un hasard. Ouais. Un grand entrepreneur français, européen, le jour de l'investiture, ça peut interpeller, mais il y a vraiment une logique de business derrière. Bien comprise du gouvernement américain, et c'est là c'est intéressant de voir ce pragmatisme. On est là pour faire du business et on poussera chacun les avantages là où il faut, et donc ça ne casse pas forcément tous les moteurs de croissance de certaines compagnies européennes dans cette organisation-là. Il y a même, avec l'idée d'être malin, aller capter des opportunités, peut-être. Alors, je ne dis pas qu'elles passent sous le radar, mais c'est vrai que dans le bruit ambiant autour de Trump, on a l'impression que tout est plié pour l'Europe, etc. Vous dites, il y a quand même des entreprises qui sont agiles, qui s'adaptent et qui peuvent s'adapter aussi bien à une configuration Trump aux États-Unis. Il y a des entreprises européennes qui ont des usines aux États-Unis, bien évidemment. Les grandes entreprises européennes et les grandes entreprises du CAC 40. On sait tous que leur chiffre d'affaires, il n'est pas en France. Alors, on a subi les conséquences et les désagréments des incertitudes politiques françaises, mais probablement de manière exagérée. Et on va probablement, à un moment donné, revenir à la réalité des choses. Ces grandes entreprises françaises, elles sont dans le monde, mais elles sont aussi établies aux États-Unis pour la plupart. Et donc, elles ne seront peut-être pas forcément si handicapées que ça pour certaines. Donc ça, effectivement, alors c'est toujours la difficulté, il va falloir essayer de les détecter. Typiquement, oui. Le luxe, par exemple, au hasard, pour être un des gagnants. Et avec toujours ces allers-retours, ces incertitudes qu'il va falloir gérer au gré des annonces, et donc une génération de volatilité il va falloir vivre avec. Ça, c'est une difficulté, c'est clair. Maintenant, on aura d'autres opportunités, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais les marchés obligataires restent, dans les tensions qu'on a vécues là, des points d'opportunité pour constituer un portefeuille en début d'année, qui vont aussi consolider face à cet environnement volatile qu'on va devoir subir. Il va falloir jouer sur les deux tableaux. Des opportunités de performance sur les marchés obligataires à capter maintenant, et là, je dirais que c'est pas très compliqué à construire, pour ensuite essayer de voguer au gré de ces annonces, mais les marchés actions européennes ne seront pas forcément mis de côté. Ça veut dire sur les marchés obligataires que c'est difficile d'imaginer que des taux longs souverains américains, par exemple, puissent déborder complètement les sommets qu'on a connus dans ce cycle, à savoir le seuil des 5%, Benoît. Oui, alors... Toutes choses égales par ailleurs. On a eu, effectivement, et tout à l'heure je parlais de la pression de la Fed, mais on a eu aussi la pression des marchés obligataires aux États-Unis. Et ça, je pense que le message aussi est passé. Et donc,
clairement, le gouvernement Trump ne peut pas se permettre d'avoir un dérapage des taux. Ils en sont parfaitement conscients, donc ils feront aussi attention à ce sujet-là. Et donc là, on a à court terme des moments d'accroche assez intéressants sur lesquels on peut constituer des positions. Et dans un environnement... Alors, de baisse des taux Fed modérés, on l'a dit, de baisse des taux BCE plus réguliers, revenir sur ces marchés en début d'année est clairement une bonne stratégie. Ouais. Un invité m'a dit, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Trump et des marchés, le Dow Jones, Trump veut faire des marchés actions, son indicateur de performance, alors c'est le Dow Jones, le S&P, les indices que vous suivez, ce sera peut-être le Nasdaq dans ce mandat, ce nouveau mandat Trump 2.0, j'en sais, puisque toute la tech est derrière lui, la sphère crypto embrasse le retour de Trump à la Maison-Blanche, peut-être qu'il changera d'indicateur boursier, mais ce même invité m'a dit, le vrai indicateur de crédibilité de Trump, ce sera le marché obligataire et ce seront les taux longs américains. Vous êtes d'accord avec l'idée qu'il y aura une attention portée particulière à ces taux longs américains, que Trump ne peut pas s'affranchir complètement de cette contrainte et de cette réalité ? Oui, je pense que je suis d'accord avec ce constat. Après, quand on revient sur ce qui vient de se passer, sur le fait que les taux longs soient remontés de manière assez significative, il y a eu deux types de commentaires. Certains avançaient que c'était la vigilance des marchés obligataires par rapport à des politiques budgétaires trop agressives ou des politiques économiques qui aboutiraient à davantage d'inflation. Et d'autres considéraient qu'on avait quand même une amélioration du momentum économique, en particulier aux États-Unis, où le marché de l'emploi montrait de nouveau des signes de dynamisme certain. Donc, quand il y a deux grandes idées, on doit être entre les deux, même si on a du mal vraiment à quantifier exactement quelle est la part de l'amélioration conjoncturelle et la part on va dire, des craintes de dérapage de moyen terme. Ouais. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, ce que l'on a constaté, c'est tout de même une corrélation entre les taux européens et les taux américains, ce qui nous incite à penser, pour notre part, que la Banque Centrale Européenne, elle doit la jouer moins finement et probablement être un peu plus agressive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il faut casser cette corrélation. En renforçant sa forward guidance et en indiquant très clairement qu'elle va baisser les taux et qu'elle va continuer à baisser les taux. Et pour notre part, on a un objectif de taux de dépôt à 1% d'ici au premier trimestre 2026, ce qui n'est pas pricé. Ah oui, non, ça, ouais. Ensuite, pour revenir à votre question initiale, à savoir... Mais 1%, ça veut dire qu'on se remet à lutter contre la déflation Non, 1%, c'est la réalité de la croissance européenne. C'est la réalité du régime économique européen. Okay. Si on regarde, si on prend une mesure simple de la mesure des conditions financières européennes, à savoir le taux directeur de la Banque centrale, le taux de dépôt de la Banque centrale européenne et l'inflation, aujourd'hui on est à un taux d'intérêt réel positif. Si on regarde ce qui s'est passé sur les 2 dernières décennies, on a vécu en zone euro en taux d'intérêt réel négatif. Pour quelles raisons aujourd'hui aurions-nous besoin de vivre en taux d'intérêt réel positif alors que la croissance économique européenne est faible, alors que les besoins de financement des États sur tout un tas de problématiques, la défense, la transition énergétique, l'investissement dans les technologies pour rattraper le retard que nous avons et qui est immense par rapport aux États-Unis, justifierait donc de vivre avec ce taux d'intérêt réel positif. On ne voit pas de raison et on est plutôt partisan du fait que notre zone euro a encore besoin de taux d'intérêt réel négatifs. Ouais. Et donc la Banque Centrale Européenne se doit, selon nous, d'accélérer assez fortement. Pas juste une politique monétaire neutre, mais une politique monétaire supportive, accommodante, volontariste, en soutien de la croissance potentielle. Et ça serait bien que ça s'accompagne, tel que l'a laissé imaginer notre présidente de la Commission européenne, que l'on ait également une politique très volontariste sur la croissance, qui embrasse en grande partie ce que Draghi a défendu dans son rapport au mois de septembre de l'année dernière.
en attendant que toutes les barrières politiques soient levées pour accomplir cet exploit au niveau européen, Nathalie, qu'est-ce qui va faire la croissance de la zone euro là, cette année? Est-ce qu'on a quand même des raisons d'être optimiste? J'en sais rien, mais de ne pas être si défaitiste que ça, au moins sur le plan de la conjoncture et des soutiens et des moteurs qu'on pourrait avoir dans cette zone euro. Alors, c'est pas très facile. Sur le papier, dans les modèles, ce qui peut aider la croissance économique, c'est la consommation des ménages via le revenu disponible réel, puisqu'il y a moins d'inflation. Et c'est ce que tout le monde met dans ses modèles, ce qui permet d'afficher une croissance légèrement au-dessus de 1%. Honnêtement, un scénario un tout petit peu plus prudent. Alors, on est légèrement sous 1%. Donc vous voyez, on n'est pas non plus dans des... parce que malgré tout, les incertitudes politiques semblent de nature à pouvoir continuer à peser sur l'activité. Parce qu'en fait, quand je dis incertitude politique, c'est la France et l'Allemagne, c'est la confiance des consommateurs de la zone euro, c'est l'indice You qu'on a eu ce matin en Allemagne. Ce sont les PMI que si on les compare aux PMI américains, on n'est pas du tout, on a l'impression qu'on n'est pas dans la même galaxie. Donc on a l'impression que le risque, c'est qu'il y ait plutôt des vents contraires qui se lèvent que des éléments favorables, au bémol qui a été souligné pour certaines entreprises de profiter de cette croissance américaine, au bémol des dernières déclarations d'Ursula von der Leyen qui a dit il faut alors c'est pas collaborer avec Trump, mais qu'on travaille ensemble. Aussi, ça peut être différent. Mais c'est vrai que c'était le message porté par Christine Lagarde aussi. C'est la stratégie du carnet de chèques. Il n'y a pas le choix. Finalement, par Christine Les rétorsions commerciales, ça mène nulle part. Et nous, l'Europe surtout, ça nous emmène dans le mur. Donc il faut négocier, quoi. Mais négocier, ça ne veut pas dire se plier, quoi. Non, mais il faut effectivement dialoguer. Ça, c'est une grosse différence avec le premier mandat de Donald Trump, puisque personne ne l'avait vu élu et personne ne le connaissait vraiment. Là, les gens ont appris à fonctionner avec son mode justement de fonctionnement. Donc honnêtement, être très optimiste sur la zone euro, c'est compliqué en ce moment. Mais ne pas être plus négatif. Alors pourquoi être plus négatif? Je ne sais pas, c'est toujours une... Non, c'est pas la peine, d'accord. Quelque chose qui vient d'être dit, c'est vrai que si la BCE entame un assouplissement agressif de sa politique monétaire, ça peut jouer sur la confiance des agents économiques. On l'avait vu au printemps dernier. C'est un game changer. En tout cas, on avait l'impression que ça allait l'être au printemps dernier. Toutes les enquêtes étaient bien orientées. Les entreprises disaient on attend les baisses de taux de la BCE, etc. etc. Là, c'est vrai que c'est toujours présent, mais peut-être moins dans le calendrier immédiat des entreprises, et ça peut revenir si c'est accompagné. On parlait de forward guidance, d'indication sur la politique monétaire future. Si cette indication est claire et qu'on ne se perd pas entre combats un peu vains entre colombes et faucons, ça peut améliorer les choses. On n'en est pas encore là, on est plutôt encore dans une logique meeting par meeting, il faut que les données démontrent qu'on peut continuer, etc. Bon, tout le monde a en tête que 2%, c'est un objectif qui est assez consensuel désormais, mais enfin de 2 à 1%, je suis la prévision de notre PwC. Il y a quelques marches encore derrière à franchir. Bon, en matière d'investissement, Benoît, alors vous évoquiez effectivement les opportunités qu'on pouvait regarder sur le marché européen. Avant peut-être d'y revenir, comment on traite le marché américain ? C'est un marché qui reste un marché de momentum, donc j'imagine que c'est compliqué de ne pas y être ou de se mettre contre. Et en même temps, tout le monde regarde la valo, la cherté du marché américain, etc. etc. Ça reste un marché directeur sur lequel il faut être présent, c'est clair. Il y a toujours ce problème de concentration. Alors on dit tout à l'heure, la tech est très favorisée par Trump. Il faudra quand même voir. C'est pas si simple que ça. Entre ces géants de la tech, l'entente n'est pas si cordiale que ça. Donc c'est pas forcément si simple que ça. On va regarder. Ça, puis le sort boursier de ces entreprises peut être à un moment distinct du sort politique de ces entreprises. Non, mais complètement. Donc je pense que il serait bienvenu d'avoir un peu plus de diversification dans ces grands performeurs américains. Et peut-être que ça arrivera à un moment donné dans l'année, parce que... Il ne faut pas abandonner cette idée. Oui, il faut pas l'abandonner, parce qu'il y a quand même un vrai risque quand même sur ce marché américain hyper concentré. Donc on peut pas être absent, mais c'est toujours pareil dans ces marchés haussiers, c'est que de marchés haussières à un moment donné. Il faut toujours être présent en tant que gérant.
mais en même temps commencer à diversifier parce que le coup suivant peut être assez douloureux. Donc voilà, donc ça, il faut le garder à l'esprit. Sur le marché européen, on le disait tout à l'heure, on a des choses, des cartes à jouer, à abattre. Et puis le moteur de la baisse des taux, on l'a dit, il est là. Je pense que la BCE a peut-être pas intérêt à trop se déclarer tout de suite, parce que si je déclare trop vite ce que je vais faire, l'euro baisse trop vite, et j'aurai peut-être des tarifs douaniers qui vont monter plus en là, c'est compensation. Trump qui donc ça, il y a un chemin, mais il y a les marges de manœuvre, on est d'accord, il y a des vraies marges de manœuvre pour soutenir cette croissance, même si elle reste possible. Donc, en fait, on est plutôt favorable au marché action globalement, avec cette volatilité des annonces. Et donc, cette protection des marchés obligataires qui va être très intéressante, mais comme en 2024 en fait. Elle va jouer son jeu. Le portage sur le crédit est encore suffisant, parce que c'est vrai que les spreads sont tellement serrés qu'on se demande comment on pourrait encore aller plus loin après 2024, 2023 qui ont été des années exceptionnelles pour le crédit à travers la compression des spreads. Là, le portage reste quand même largement suffisant pour que ce soit une classe d'actifs socle. On crée des portefeuilles investment grade avec une dose de high yield à des échéances moyennes à 3-4% sans aucun problème, dans un contexte de baisse des taux directeurs. Je pense que c'est vraiment intéressant et ça fera un très beau support. Donc ça, il faut le jouer, bien sûr. Ouais. Et un livret A qui passe à 2,40 ou 2,50, non 2,40, 2,50 autour à partir du 1er février. 2,40, je crois. Oui, il me semble que c'est 2,40. Ça ne change pas grand-chose. Olivier, sur la logique d'investissement, et quels sont les facteurs qui vont, pour vous, faire la dynamique des marchés entre, je sais pas, les facteurs de style, facteurs de taille, grande capi versus capi intermédiaire ou petite, facteur momentum, facteur value Est-ce que ça peut tourner un peu ou est-ce qu'on reste sur des choses très momentum et large cap, comme on l'a vu en 2024 ? Je pense que qu'est-ce qui peut remettre en cause la dynamique qu'on a eue en 2024 ? Il est difficile d'entrevoir aujourd'hui des facteurs qui balayeraient ce qu'on a vécu en 2024 au profit d'autre chose. Sur le marché américain, on a une domination technologique, une domination financière, une domination politique qui plaide pour que les actions américaines restent largement bien pondérées dans les portefeuilles, malgré la problématique de la cherté de ces marchés américains. Mais cette problématique de la cherté, d'une part, on sait que la valorisation n'est pas un bon facteur pour décider de son allocation tactique. Et puis d'autre part, ce qui corrobore le premier argument, c'est que ça fait plusieurs trimestres que les actions américaines sont chères. Ensuite, quand on regarde des actions européennes, effectivement, ça surperforme début d'année. Sur 3 semaines. Sur 3 semaines. Un peu plus de 3 semaines, peut-être. Un peu plus. Et donc, ça suscite de nouveau un peu d'intérêt. Et sur ces actifs européens, nous, ce qui nous semble nécessaire pour avoir une surperformance que je vais qualifier de durable, c'est d'avoir des signes de stabilisation de l'économie européenne de plus en plus tangibles, une confirmation de la stabilisation de l'économie chinoise, une politique économique plus agressive du côté de la Banque centrale européenne et du côté de l'Allemagne. Et pour avoir quelque chose de plus structurant, il faudrait une diminution de ce que je vais qualifier abusivement de risque systémique que l'on a sur la zone euro, avec d'une part le risque géopolitique et donc le conflit russo-ukrainien, et d'autre part cette lente agonie européenne qui pèse structurellement sur les actifs européens. Quand vous regardez cette liste, vous avez les conditions pour la surperformance durable en 2025 et pour les 5 prochaines années. Bon, et puis pour plus de détails, renvoyons aux 400 pages du rapport Draghi, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Exactement. Bon, merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Olivier Ringard, Neuflize OBC, Benoît Vesco, Delubac Asset Management et Nathalie Benatia, BNP Paribas Asset Management.